Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission Jamais trop d'art. Il n'est jamais trop tard pour parler d'art et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Rodrigue Glambard. Rodrigue, bonjour. Bonjour Claire, merci de m'accueillir. Alors nous sommes très heureux de vous avoir ici en Martinique puisque vous vivez à Lyon depuis 1991. C'est ça, oui. Vous êtes né à Fort-de-France. Vous avez progressé et travaillé longtemps sur différentes techniques Oui. que vous allez nous expliquer. Vous avez participé à de nombreuses expositions collectives et individuelles en France, en Espagne, mais aussi en Martinique, en République dominicaine également. Vos œuvres sont présentes dans plusieurs fondations et vous avez une installation au musée des Confluences à Lyon, mais aussi à Dresde, en Allemagne. Alors, c'est une installation qui a été présentée d'abord au musée des Confluences à Lyon et ensuite elle a été présentée à Dresde en Allemagne. C'est dans le cadre d'une exposition sur le thème des prisons. Et donc le musée des Confluences, ils ont fait appel à moi, ils m'ont proposé de présenter un travail sur la temporalité, puisqu'en fait la question était de l'approche de la temporalité en milieu carcéral. Alors justement, racontez-nous votre cheminement dans les arts. Qu'est-ce qui vous a amené à créer et à évoluer? Je crois que j'ai ça en moi depuis toujours. Je m'en suis aperçu assez tôt. J'ai commencé à peindre dès l'âge de 13 ou 14 ans, jusqu'à 20 ans, en passant par des rencontres comme celle de Hector Charpentier, fils, qui était sur le chemin de mon collège. Et je suis passé le voir un jour et puis il m'a donné pas mal de conseils. Et c'est d'ailleurs lui qui m'a mis en tête l'idée de fréquenter les Beaux-Arts. Oui. Donc à 20 ans, je suis parti aux Beaux-Arts, j'ai fait un cursus et ensuite, à l'issue des Beaux-Arts, je me suis installé à Lyon. Et à partir de là, j'ai commencé à présenter mon travail. Donc d'expo en expo, enfin le travail, j'ai commencé à le développer sans savoir que je travaillais sur la temporalité alors que j'étais en plein dedans. Je m'en suis aperçu assez tard en me rendant compte que toutes les techniques que j'employais jusque-là étaient très chronophages puisque j'emploie toujours des travaux qui sont longs à mettre en œuvre parce que ça demande en général, mon travail demande beaucoup de minutie, donc beaucoup de temps d'exécution. Et une fois que j'ai compris ça, en fait, je me suis rendu compte de ça après avoir démarré une démarche que j'ai appelée mes carnets quotidiens. Oui, on va en parler tout Voilà. à l'heure, absolument. Mais c'est vrai que votre travail a beaucoup évolué avec le temps, justement. Vous avez plusieurs phases, plusieurs séries. Pour ne citer que quelques-unes, vous avez les murs sauvages, la case à palabres ou encore les sculptures sabliées. Oui. Quelles sont les différentes caractéristiques de ce travail et comment elles ont évolué? Alors, toutes ces thématiques que j'ai menées plus ou moins de front ont le point commun qui, pour moi, traite de la temporalité. Par exemple, les murs sauvages, c'est une série de peintures que j'ai réalisées en pensant aux patines murales, au temps passé sur les choses, au temps passé sur les murs, l'action de l'homme sur les murs, la patine du temps. Et je cherchais à reproduire cette sensation de temps passé, de couches successives, des strates, parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai toujours été attiré par les choses qui ont vécu, donc les objets qui ont un certain vécu, qui sont patinés, qui sont cassés, qui ont été réparés, qui ont traversé le temps. Et c'est cette notion justement de vieillissement, faire vieillir les choses m'intéressait. Le travail que j'ai présenté sur les cases à palabres est lié au temps aussi, parce qu'en fait c'est parti de voyage que j'ai fait dans le cadre d'une deuxième activité que j'ai en tant que scénographe. Donc j'ai fait un voyage dans le pays d'Ogon, au Mali, et en fait j'ai été
frappé par un lieu dans les villages qui s'appelle la Casa Palabra. En fait, c'est un lieu très très petit où les gens qui prennent les décisions pour la communauté se réunissent pour discuter des choses importantes. Et cette case est surmontée de couches de branchages. Donc, à chaque génération, il rajoute une couche. Et ce qui est curieux, c'est que ça a résonné, quand j'ai vu cette chose graphiquement, ça a résonné en moi. Et je me suis rendu compte que je traitais de cette chose dans mes carnets quotidiens depuis longtemps sans savoir. Et parce qu'en fait, c'est un graphisme que j'employais de manière instinctive. Et au fur et à mesure, parce qu'en fait, dans mon travail, j'ai tendance à laisser passer un peu de temps, prendre du recul sur les choses, les analyser, et ensuite, en fonction de ce que je comprends, de ce que je fais, je réagis et je continue pour avancer. Dessus. Absolument. Justement, votre travail fait appel à différentes techniques. Vous avez de la déchirure, du collage, de la photo, de la peinture. Comment vous les utilisez et quel sens vous leur donnez? Alors, ce sont des éléments graphiques qui vont venir habiter la surface que je traite. Donc, les déchirures, justement, j'aime bien employer la notion de déchirure parce qu'il y a un côté à la fois accidentel, mais c'est un accident plus ou moins contrôlé. Volontaire. Voilà, plus ou moins volontaire. Et j'apporte des éléments graphiques complémentaires. À chaque fois que je pose un geste, il va m'inspirer un autre geste et ensuite un autre geste, ce qui fait que je découvre ce travail au fur et à mesure de son avancée. Et à partir de ça, donc j'essaie de laisser reposer un peu les choses, prendre du recul et puis voir qu'est-ce qui peut être amélioré, qu'est-ce que je peux apporter de plus, qu'est-ce que je peux enlever ou effacer, sachant que lorsque j'efface quelque chose, la trace de ce que j'efface est encore là. Et elle fait partie de l'histoire et elle continue à raconter l'histoire. Donc il y a cette accumulation aussi qui est en permanence dans l'évolution des choses. Avec le choix de couleurs et le choix de graphisme. Avec le choix aussi de très couleurs, minutieux. oui. Donc une couleur va résonner avec une autre couleur de manière, j'allais dire, instinctive. Il y a une notion d'instinct aussi dans ce que je propose. On peut parler d'automatisme? Non, pas d'automatisme, mais d'écoute de ce qui se passe en fait. Par exemple, lorsque je vais poser une couleur, je vais sentir qu'il y a quelque chose d'autre qui doit venir à côté. Au premier geste, je ne sais pas forcément, et ensuite, je vais me laisser guider par le matériau, et il va me dire, tiens, allez, je vais prendre celui-là, je teste, et puis je réagis en fonction, et je sens au fond de moi lorsque l'équilibre est là. C'est ça. Vous avez eu aussi différentes périodes dans les formats. Au début, vous étiez sur des très grands formats, et ensuite vous avez évolué sur des plus petits. Oui. En fait, les formats viennent en fonction de l'espace dont je dispose pour travailler. Les grands formats étaient, j'en ai réalisé pas mal à un moment où j'avais un atelier assez grand, donc j'avais suffisamment de recul, et donc c'était une peinture assez physique, assez gestuelle, assez, impulsive. Et lorsque lorsque je n'ai plus cet atelier, j'ai eu un espace plus restreint, donc le geste s'est restreint aussi. Et donc je suis rentré plus dans le détail, plus dans la minutie et dans vraiment la chose très... Par moments, je travaillais certains travaux, je les réalisais à la loupe, puisqu'en fait, j'allais chercher dans des petits interstices des espaces à remplir, des dessins qui sont vraiment très, très, très... C'est ce qu'on constate également dans les œuvres que vous nous avez apportées aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous les commenter, sachant que vous les avez choisis pour l'émission et donc ça en fait une installation unique? Alors, en fait, ce sont des travaux qui appartiennent à une série que j'appelle Mur et Sol. La temporalité existe dans ces travaux aussi parce que je commence par photographier des murs, des bouts de murs ou des sols. En fait, quand je suis dans la rue, je suis attentif à tout ce qui m'entoure. Et je vais photographier un bout de mur sur lequel le temps a fait son œuvre, les intempéries, l'action des passants, des gens. Et
Donc je photographie ce bout de mur et ensuite je fais réaliser un tirage photo dans un papier suffisamment texturé puisque je vais venir apporter des éléments graphiques comme le dessin et les collages en complément de l'univers graphique existant de la photo. Donc le point de départ, c'est en fait je vais composer l'image comme un tableau déjà d'entrée. Et ensuite, je vais venir apporter des éléments graphiques complémentaires sur, sur la photo avec du collage de manière à avancer encore et provoquer une forme, on va dire, d'ambiguïté entre le dessin et la photo. Où commence le dessin, où se termine la photo. Et il y a une espèce de mélange et ça donne une nouvelle identité à cette notion de temporalité et puis en plus, le travail sur le temps et s'inscrit aussi dans la durée de réalisation. Parce que lorsque je travaille comme ça sur des ouvrages qui sont longs à être exécutés, je m'inscris dans l'instant présent. Et c'est là, maintenant et tout de suite. Et ça, c'est très, très important pour moi de prendre le temps de l'instant. Le temps au cœur de votre travail. C'est le cœur de mon travail, le temps, oui. Absolument. Nous allons écouter maintenant Dominique Berthet, critique d'art, qui va nous parler justement de votre travail et de ce rapport au temps que vous avez. Rodrigue Lombard est un artiste polyvalent qui développe plusieurs pratiques artistiques en parallèle. La peinture, le dessin, le collage, la sculpture, les installations. Et moi, je vais me concentrer sur une pratique qui est la pratique graphique et autour d'une thématique qui est la thématique du temps. En fait, depuis plusieurs décennies, le travail de Rodrigue Lombard s'oriente autour d'une question qui est la question de la temporalité. Cette question principale, en fait, elle s'inscrit dans une sorte de résistance à notre époque contemporaine, qui est centrée sur l'urgence, qui est centrée sur la vitesse. Et Rodrigue Lombard, lui, cherche au contraire à explorer ce qu'il appelle le temps intime. C'est une relation au temps qu'il exprime dans ses œuvres, en ce sens que le processus créateur qu'il met en place dans ses productions graphiques est précisément un processus qui est destiné à prendre conscience du temps qui s'écoule, conscience de l'instant présent, puisque précisément le temps, eh bien, c'est une succession infinie d'instants. Depuis une quinzaine d'années, il a orienté son travail vers de nouvelles explorations tant formelles que chromatiques. Et il y a toutefois en 1997 une œuvre qui précisément va aller dans le sens de ce questionnement du temps. Et donc, entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2013, donc pendant plus de 15 ans, eh bien, il va entrer dans une démarche consistant à travailler chaque jour en parallèle à ses autres productions, en produisant donc des dessins dans des carnets, et lorsqu'un carnet était terminé, eh bien, il en prenait un autre, etc. Donc là, déjà, depuis 1997, on est sur cette pratique du temps, et cela va s'accentuer à mesure que les années passent. Et en 2009, il réalise une œuvre qui s'intitule « Troublant », qui est une œuvre de format assez conséquent, c'est un carré de 140 cm de chaque côté, et c'est une œuvre exclusivement graphique, c'est-à-dire qu'il a aménagé un centre qui reste vide, et tout autour de ce centre, eh bien, avec une pointe fine de stylo noir, eh bien, il inscrit un geste tourbillonnant
qui va créer une texture noire tout autour donc, de ce centre. Et cette œuvre sur laquelle il a travaillé chaque jour, eh bien, il lui a fallu 1 mois et demi pour la réaliser. Et le dispositif est complété par 4 néons blancs allumés se situant chaque côté. Et donc à partir de cette œuvre-là, eh bien, cette technique du crayon pointe fine, le fait que la pointe soit fine, c'est évidemment important, va être une technique récurrente dans toute sa production. Et en 2011, il entame une série qu'il intitule Temporel, et en 2020, une autre série qu'il intitule Séquence temporelle. Je vais donc m'attarder sur ces 2 séries, puisque ce sont des séries qui sont tout à fait révélatrices de son travail actuel et qui consistent à travailler toujours avec cette pointe fine de manière extrêmement dense, de sorte à ce que cela produise une trame noire dont on a le sentiment eh bien, qu'elle est texturée. La seconde série, donc les séquences temporelles, eh bien, consiste à tracer des lignes de haut en bas et de remplir ces lignes de ce mouvement et d'indiquer à chaque début et à chaque fin de ce travail, eh bien, la date, la minute où le travail débute et la minute où le travail s'interrompt. Et lorsque il arrive en bout de ligne, eh bien, il recommence le même processus, la ligne en dessous. Et ces chiffres qui sont présents donc, dans cette masse noire sont en blanc. Et dans sa production actuelle, eh bien, les chiffres sont passés en couleur. Et ceci s'explique par le fait que Rodrigue Glombard est synesthète, c'est-à-dire qu'il a cette faculté rare qui consiste à voir les chiffres en couleur. Donc, c'est la raison pour laquelle maintenant les chiffres sont colorés et comme parfois on a le sentiment d'être face à une partition musicale, eh bien, avec un logiciel informatique, il a aussi mis en place un dispositif consistant à transformer les chiffres en sons, en notes, et ce qui donne ainsi des partitions musicales telles que l'on peut en entendre dans ce que l'on appelle la musique contemporaine. Pour conclure, compte tenu donc de cette possibilité maintenant d'entendre les œuvres de Rodrigue Glombard, eh bien, on peut considérer que ce qu'il a mis en place est une sorte de correspondance des arts qui permet à la fois de voir et écouter les œuvres qu'il produit. Alors, on a écouté Dominique sur votre travail, mais je voudrais qu'on revienne justement à ce qui est au cœur de toute votre création, qui est le temps. On l'a abordé tout à l'heure. Vous avez mené de janvier 1997 à 2003 une démarche singulière, une peinture chaque jour, oui. Que vous avez consigné quotidiennement, un dessin dans des carnets de façon minutieuse tout au long de ces années. Pourquoi cette approche et qu'est-ce que ça vous a amené ? Alors, c'est une démarche que j'ai menée du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2013. Oui. Donc, 16 ans de dessin au quotidien. En fait, mon travail de scénographe m'amenait à travailler, à quitter l'atelier pendant des longues périodes, des périodes plus ou moins longues.
Et c'était autant de temps que je ne passais pas à l'atelier. J'ai besoin vraiment de ce temps d'atelier, ou de ce temps de travail. De ce temps de création. De ce temps de création, Ouais. voilà. Et donc l'idée était d'emmener l'atelier avec moi. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, allez, je vais réfléchir. J'ai réfléchi à un dispositif. Je me dis, bon, je vais emmener des choses avec moi et je vais, pour rendre la chose intéressante, il faut que j'y travaille tous les jours. Donc j'ai mis en place un protocole qui consistait, à un moment donné de la journée, je m'y mets, je travaille le temps nécessaire, et puis le lendemain, et ensuite le lendemain, et ensuite le lendemain, comme un mantra, comme une méditation. Sur le moment, je n'étais pas conscient de cette notion de méditation. Oui, mais Et puis en fait, au fur et à mesure que ça avançait, je me suis rendu compte que les premiers mois étaient difficiles de garder le rythme au quotidien. Et puis au bout de 3-4 mois, je me suis aperçu qu'il se construisait quelque chose. Oui. Et puis on bascule dans une forme de dépendance de ce projet. Il y a un Oui. rituel qui s'installe qui fait qu'on en a besoin. Et donc, au bout de la première année, lorsque la fin d'année approchait, je réfléchissais au support de l'année suivante, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je définissais comme ça, au fur et à mesure, les choses comme elles devaient arriver. un carnet par année? Un carnet ou plusieurs carnets, suivant comment dire, la contenance du carnet, où Ouais. je définissais. Certaines années ont été contenues dans un livre, d'autres dans plusieurs carnets, ou des carnets hebdomadaires, ou des carnets mensuels, ou des carnets trimestriels, ou en fait, en tout cas, il y avait, je pensais suffisamment en amont, la forme que les choses allaient prendre, et je définissais les choses qui se construisent au fur et à mesure. Et un geste appelant un autre, justement, le geste de la veille va influencer le geste d'aujourd'hui, qui va très probablement influencer le geste de demain. Oui. Et c'est comme ça que les un choses... rendez-vous, un voilà. rendez-vous C'est un quotidien rendez-vous qui quotidien. permet d'évoluer, de garder Voilà. le fil de votre création Exactement. au fil du temps, justement. Alors, il y a aussi une autre caractéristique dans votre travail, ce sont les couleurs. Oui. Et donc, vous associez les couleurs à vos dessins, Oui. ce qui donne une particularité toute particulière, et notamment, vous associez les couleurs aux chiffres. Oui. Oui, en fait, ce dont vous faites allusion, c'est le travail que j'appelle des temporels et les séquences temporelles. En fait, cette démarche quotidienne était aussi un laboratoire, parce que j'expérimentais des techniques graphiques. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai développé une technique de remplissage avec un stylo très 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 fin, qui se fait, que j'associe au collage et à des modelés en graphique. Et ce travail cette technique est vraiment très très chronophage, en fait, parce que je remplissais des surfaces assez grandes en remplissant vraiment avec une pointe fine, l'équivalent du On en a un aperçu là. Hein, on en a un aperçu, effectivement. Sur cette œuvre. Voilà. Et les gens qui venaient à l'atelier me demandaient, mais combien de temps tu mets à faire ça? Je dis, j'en sais rien, j'ai jamais compté. Et puis l'idée faisant son chemin dans mon esprit, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de faire une traçabilité de ce temps-là. Et donc, toujours en employant la même technique de remplissage, j'inscrivais dans le dessin les dates et les heures que je passais à exécuter cette tâche-là. Et au fur et à mesure, pendant plus d'une dizaine d'années, j'ai travaillé sur cette chose-là de façon périodique. Et puis, en 2019, j'ai assisté à une conférence d'Étienne Klein, qui est un astrophysicien français, qui expliquait sa notion de temporalité, qui expliquait le temps, en fait, ce que c'est que le temps. Et à l'issue de cette conférence, je me suis dit, mais c'est comme ça qu'il faut faire, en fait. Et j'ai défini un protocole, c'est-à-dire que cette même technique de remplissage, je l'inscris dans une ligne qui part d'un bout à l'autre de mon support, de ma planche. Et ensuite, j'inscris dans ce remplissage la date et l'heure. Et ensuite, lorsque je m'arrête, je crée une césure et ensuite je réinscris ou l'heure de reprise ou la date de reprise, ainsi de suite. Donc les lignes qui se suivent de manière parallèle. Quand j'arrive en bas de page, un autre support identique va accueillir la suite. Donc c'est vraiment un travail qui s'inscrit dans la durée, dans la temporalité. Et pendant très longtemps, j'ai travaillé uniquement en noir et blanc, en apportant certaines couleurs par des collages. Jusqu'au moment où j'ai défini ce protocole, je me suis dit,
ça va être très rigoureux comme travail. Il faut vraiment que ça soit à la fois, il faut aller à l'essentiel, que ça soit à la fois sobre. Et depuis 3 ans, je me suis mis à mettre de la couleur dans les chiffres, en fait, parce que j'ai une particularité que beaucoup de gens ont. Je suis ce qu'on appelle j'ai une synesthésie, c'est-à-dire que quand j'imagine un chiffre, dans ma tête, il a une couleur. Il a toujours la même couleur. Le 4 est toujours bleu, le 3 est toujours vert, le 5 est jaune, le 6 est orange, etc. Et donc, j'ai décidé d'appliquer cette particularité à ce travail. Ce qui fait que ces chiffres maintenant sont colorés, même si j'ai laissé les travaux précédents dans leur jus initial. Et là, maintenant, à chaque fois que j'entreprends ce travail-là, j'applique cette couleur. Et ce que le travail quotidien que j'ai mis en sommeil en 2013, je l'ai repris depuis 2 ans sous la forme des séquences temporelles. Avec cette technique, de chiffres et de couleurs. Alors, il y a une autre caractéristique aussi de votre travail, c'est la musique. Parce que vous associez les sons à certaines de vos créations, ce qui vous permet de composer des mélodies. Voilà. En fait, ce travail des séquences temporelles, toujours en écoutant les réactions des gens, très souvent les gens me disent on dirait des portées musicales, ça fait penser à des portées. Et je laisse mûrir les choses. Et puis j'ai décidé d'expérimenter quelque chose. J'ai posé une planche de travail sur un piano, et j'ai mis des chiffres, j'ai numéroté les notes graves de 0 à 9. Et j'ai fait la même chose sur les notes aiguës. Oui. Et j'ai joué sur le piano ce que je voyais sur ma planche. Oui. Et en fait, il se passait quelque chose d'intéressant. Et j'en ai parlé à un ami musicien, il s'appelle Patrick Baffon, qui est un musicien de jazz, qui m'expliquait que les musiciens, beaucoup de musiciens, leurs partitions ne sont pas... Il n'y a pas des notes, ce sont des chiffres, ça se présente sous forme de chiffres. Et il m'a proposer une application dans laquelle je viens inscrire toutes les données. On a mis en place un protocole et chaque signe qui compose le tableau correspond à un symbole de cette application. Oui. Donc un tiret correspond à un symbole, un point, un espace, donc une césure, un chiffre, et les espaces plus ou moins longs qui correspondent au temps de travail. Ça correspond aussi, c'est morcelé en distance égale. Et chaque distance représente une mesure. Oui. Et une fois cette chose-là en place, je lui apporte aussi des éléments enregistrés, qui est l'ambiance de l'atelier, ou le frottement du stylo sur le papier, le goutte à goutte du robinet, ou le tic-tac de l'horloge. Enfin, l'ambiance de l'atelier est enregistrée. Et cette ambiance va occuper des espaces très très longs, plus ou moins longs, de remplissage. Ensuite, je lui envoie le fichier que j'obtiens. Il rentre ce fichier dans un logiciel et ensuite il obtient une partition qui peut être jouée par n'importe quel musicien ou n'importe quel autre ordinateur. Et à partir de ça, je collabore avec lui, donc je fais confiance à ses talents d'arrangeur, de musicien, justement, pour apporter... Et c'est une vraie collaboration, puisque lui, il amène sa touche de musicien de jazz. Et j'ai fait une expérience avec un musicien martiniquais, Éric Ildefonse, avec qui ça s'est très très bien passé. Je lui ai apporté une partition à partir de laquelle il a travaillé pendant une semaine, et il l'a interprétée à sa façon. Et cette même partition peut être interprétée aussi par un musicien classique ou autre. C'est original. Et là, il y a une ouverture complète des choses, et avec sur un autre espace. Voilà, un autre espace, et des ponts possibles avec d'autres artistes. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Absolument, c'est une expérience originale, unique. Qui caractérise vraiment votre créativité. Je découvre encore tous les jours des choses venant de cette chose-là, de cette particularité. Ouais. Très bien, Rodrigue, notre émission s'achève. Merci beaucoup. Merci chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci, Rodrigue, pour ce partage et cet échange. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de Jamais trop d'art. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux de Zitata, suivre également l'actualité de Rodrigue sur ses réseaux sociaux et sur son site internet.
et je vous dis à très bientôt pour parler d'art.